L'évasion fiscale, c'est quelque chose qui est criminel, qui est meurtrier, parce qu'on n'est pas en train de parler de petits montants. On est en train de parler des gens qui sont les plus riches au monde et qui se permettent par un entre-soi politique, financier, économique, d'échapper à tout ce qui est obligatoire pour les citoyens. Ce sont des mafias d'État. On retrouve des hommes politiques, bien évidemment. UBS, c'est la banque des hommes et des femmes politiques partout sur la planète. 58 ans, brillante, lanceuse d'alerte, aujourd'hui au RSA. La femme que vous voyez derrière moi sur cette photo s'appelle Stéphanie Gibault. Elle travaillait pour la première banque mondiale suisse en gestion de fortune. Près de 4000 milliards de francs suisses. Stéphanie était chargée de développer sur le territoire français des partenariats, d'organiser les événements. Objectif, attirer des clients fortunés. Que va-t-elle voir? Un trafic d'évasion fiscale. Un trafic considérable. 38 000 comptes offshore sont concernés, 12 milliards d'euros. Stéphanie dénonce et informe le ministère des Finances français. Ce dernier, après s'être servi d'elle pour récupérer de l'argent, la lâche brutalement. Pour Stéphanie Gibault, c'est le début de l'enfer. Nous l'avons rencontrée dans le Midi de la France. Voici son témoignage. Stéphanie Gibault, bonjour. Sur la vidéo que l'on est en train de voir en ce moment, qui défile là sur les images, sur l'écran, on voit des hommes en noir avec des sacs. Ils envahissent un hôpital, débranchent des malades et partent ensuite rapidement, comme s'ils venaient d'effectuer le casse du siècle. Quel lien, Stéphanie Gibault, existe-t-il, y a-t-il entre ces images que l'on voit et l'évasion fiscale? L'évasion fiscale fait en sorte que tous les services publics sont en danger de mort imminente, puisque moins il y a d'argent dans les caisses de l'État, moins nos services publics sont compétents, sont proches des citoyens. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que des gens meurent dans les services d'urgence parce qu'on n'a pas le temps de les soigner, ils n'ont pas le temps de voir un médecin ou ils ne peuvent pas voir un médecin parce que les médecins sont débordés. On en a beaucoup entendu parler, notamment après la crise Covid. On a d'autres problématiques. Vous savez que le désert médical, par exemple, c'est quelque chose en province qui est absolument terrifiant. Il n'y a plus de maternité. Il y a des mamans qui sont obligées de faire 1 heure, 1 heure et demie de voiture pour aller accoucher. Ça veut dire qu'il y a des mamans qui accouchent au bord de la route dans leur voiture, ou qui, comme c'était le cas à Bordeaux cet été, il y a une maman qui a été refusée dans une maternité de Bordeaux, on l'a envoyée de l'autre côté de la ville, elle a perdu son bébé avant d'arriver. C'est ça l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est quelque chose qui est criminel, qui est meurtrier, parce qu'on n'est pas en train de parler de petits montants. On est en train de parler des gens qui sont les plus riches au monde, les plus fortunés, et qui se permettent par des montages ou par un entre-soi, notamment politique, financier, économique, d'échapper à tout ce qui est obligatoire pour les citoyens de la classe moyenne. Donc les images qu'on voit sont terrifiantes, c'est des images très dures, mais c'est exactement ça. Quelque part, cette évasion fiscale, elle a enlevé la perfusion de tout le peuple. Et ce qui est vrai pour l'hôpital, ce qu'on voit là, c'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour tous les sujets qui nous concernent tous au quotidien. Vous parlez des plus grandes entreprises, Stéphanie, les entreprises du CAC 40, on peut les citer, enfin on peut en citer quelques-unes? Alors il y a à la fois les entreprises du CAC 40, il y a aussi tous les propriétaires et les actionnaires de ces entreprises. Alors on parle des gros actionnaires, etc., etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient été prises dans les LuxLeaks, vous devez vous en souvenir. Toutes ces multinationales qui négociaient des rescrits fiscaux avec le Luxembourg. Donc les dossiers sont publics. Il faudrait que les gens aient envie de s'y intéresser pour que les choses puissent changer. Basculer. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui sont connues de tous, que ce soit des journalistes d'investigation, que ce soit de la justice, que ce soit du ministère des Finances, que ce soit des hommes politiques, quel que soit leur bord, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et malgré tout, vous voyez, il y a toute une espèce de pièce de théâtre où chacun se renvoie la balle sur les plateaux télé. Finalement, il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupables. Et puis tout continue comme avant, on fait des promesses, les gens pensent que les choses vont changer et en fait rien ne change. Pourquoi rien ne change, Stéphanie? Pourquoi rien ne change? Parce qu'en fait tout ça c'est un système qui est très bien huilé, qui est très bien orchestré
et que le système fait en sorte qu'il puisse y avoir des débats, les débats qui sont toujours tenus par les mêmes personnes, qui fassent partie de syndicats, qui fassent partie d'ONG, qui fassent partie de partis politiques ou certains journalistes. Si vous prenez la crise Covid, vous voyez, c'est un peu un parallèle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un narratif et c'est à vous, citoyens, c'est à chacun de voir s'il adhère à ce narratif ou pas. C'est-à-dire que c'est important d'avoir à la fois une conscience, d'avoir une réflexion pour savoir si l'information qui nous est transmise est vraiment exacte, véritable, ou est-ce qu'on serait pas en train de nous endormir pour des raisons très simples. La seule chose, avec les images qu'on vient de voir qui sont terrifiantes, la seule question à se poser, c'est à qui profite le crime? À qui est-ce que ça profite? Qu'on ait des hôpitaux qui soient dans ces états-là, qu'on ait des écoles qui soient dans l'état où l'éducation nationale est aujourd'hui, etc., etc. On peut vraiment faire un lien direct quand le système hospitalier s'effondre, quand les gens n'ont pas de moyens, quand les services d'urgence n'ont pas de moyens, on doit penser évasion fiscale. On est d'un pays qui est un des pays les plus riches au monde. On est un des pays du G7. Encore aujourd'hui. Du G20. A priori, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Malgré la dette. Ouais. Malgré la dette. Comment est-ce qu'on peut estimer, quand on réfléchit 2 secondes, de se dire qu'on est dans un des pays les plus riches au monde où tous les services publics sont en faillite. En faillite, en déshérence, en ce que vous voulez. Il y a des parents qui ont assez manifesté l'hiver dernier et l'hiver d'avant parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les collèges, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans des classes, donc des classes qui ont été fermées, des plafonds qui tombent dans des collèges qui sont complètement insalubres, des fenêtres qui ne ferment pas, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des exemples, mais qui montrent qu'en fait, ce pays qui se dit très riche est complètement en déclin. Et une fois de plus, à qui est-ce que ça peut profiter? Puisqu'on est le pays, quand même, rappelons-le, qui paye le plus de taxes et d'impôts divers et variés. On parle de la TVA, de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, etc., etc. Et demander aux patrons des TPME ce qu'ils doivent payer comme impôt que ne payent pas les multinationales, entre guillemets. Donc, on est sur une pression qui est toujours sur les mêmes. Cette pression, elle commence à être une oppression. On a de plus en plus de pauvres en France, d'étudiants pauvres, d'étudiants qui sont obligés de faire la queue pour se nourrir, ou qui ont des repas à 1 euro par jour, ou qui ne se nourrissent qu'1 euro par jour, des étudiants qui travaillent pour survivre, et qui sont même obligés de quitter leurs études, parce qu'ils ne peuvent plus étudier, parce qu'ils sont occupés entre les transports et un emploi précaire. Donc en fait, en plus, on baisse le niveau intellectuel ou universitaire des gens. On est dans une spirale négative. On est dans une spirale infernale qui ne fait que s'amplifier, qui ne fait que se démultiplier, puisque l'argent, vous savez, on vous a parlé d'argent magique il y a quelque temps, en disant il n'y a pas d'argent magique. Mais étonnamment, il y a de l'argent magique pour certains. Pour les actionnaires, il y a de l'argent magique. Pour les gens qui jouent sur les marchés financiers, il y a de l'argent magique. Mais il n'y en a pas pour ceux qui subissent l'inflation de plein fouet, pour ceux qui veulent accéder à la propriété. Vous savez qu'avec les taux d'inflation qui ont augmenté, les banques commencent à prêter beaucoup moins. Qu'est-ce que c'est que ce pays? À qui est-ce qu'on doit obéir et à qui est-ce qu'on obéit? Ou plutôt, à qui nos dirigeants politiques obéissent-ils alors qu'ils ont été élus, normalement, ils ont été élus par les citoyens? Vous avez la réponse, Stéphanie? À qui obéissent-ils? Mais ils obéissent à ceux qui sont bien plus puissants qu'eux et qui leur permettent d'être élus, justement. Donc les une grandes campagne, entreprises. oui, mais une campagne présidentielle, par exemple, ça coûte beaucoup d'argent. Qui finance? Ce sont pas les citoyens qui financent les campagnes présidentielles. Enfin, ils le font, mais à minima. Donc, qui a intérêt à ce qu'un camp soit éligible ou un autre? Ce sont bien des gens qui donnent des moyens de communication, des moyens donc entre guillemets publicitaires, que ce soit des affiches ou autre chose, pour répéter un narratif, pour orienter la pensée des gens, ou en tout cas la pensée qui est juste de mettre un bulletin dans une urne. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont payé des campagnes présidentielles une fortune, ils attendent un retour sur investissement, que ce soit des
des baisses d'imposition sur des tranches, on l'a vu avec l'ISF, etc., etc. en France. Donc d'un côté, on a des étudiants à qui on a enlevé, vous vous souvenez, l'allocation logement. On a des étudiants qui ne peuvent plus se nourrir, qui ont même pas les moyens de se payer une mutuelle, qui peuvent pas se soigner, qui arrêtent d'étudier pour avoir des jobs plus précaires. On a des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils peuvent pas être pris en charge. On a des mamans qui accouchent dans leur voiture ou qui perdent leur bébé parce qu'on n'a plus de maternité. On a un système scolaire dont on a parlé il y a 2 secondes, entre les plafonds qui s'effondrent, entre les fenêtres qui ferment pas, entre pas de chauffage, etc. Et on a des problèmes d'insécurité. On va pas rappeler ce qui s'est passé à Arras il y a 15 jours, mais on peut aussi rappeler ce qui est arrivé au Bataclan, au Stade de France et ailleurs, à Nice et ailleurs, où on ne s'en sort pas. Donc on a de plus en plus de sécurité, vous le savez, des caméras dans toutes les villes, etc., etc. Et en même temps, on n'est plus du tout le pays, entre guillemets, de mon enfance, qui était le pays des droits de l'homme, qui était le pays de l'élégance, qui était le pays... la distinction. Voilà, oui, la France avait la voie de la diplomatie aussi, la voie du respect des autres pays. Il y a un militaire, parce que j'ai eu la chance d'être décoré par l'association des anciens de la Légion étrangère, par le colonel qui gère cette association, qui m'a décoré pour mon courage. Et un militaire est venu me voir le jour où j'ai été décoré en disant « Oh là là, mais j'étais militaire dans les années 60. » Et je me souviens, quand on était dans le Pacifique, toutes les femmes voulaient épouser un militaire français. Il me dit « Mais maintenant, quand on est à l'étranger, on ose à peine dire qu'on est français. » Alors vous allez me dire « Oui, c'est peut-être un peu caricatural. » Mais c'est pas si caricatural que ça. Il y a un vrai problème aujourd'hui de vivre ensemble. Le pays est excessivement divisé. La droite, la gauche, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les diplômés, les non-diplômés, les gens qui sont minima sociaux, les gens qui cherchent de l'emploi, les gens qui essaient de créer. Plus personne ne comprend rien. Vous êtes dans un millefeuille administratif insupportable. Vous devez rendre des comptes partout. Tout est devenu électronique. C'est aussi un autre problème, ne serait-ce que pour les seniors, où plus personne n'est capable de comprendre quoi que ce soit. Vous avez un problème avec une livraison, vous êtes obligé d'ouvrir sur un site web avec un identifiant, avec un mot de passe, vous parlez à un chat. Mais c'est ça, comme ça partout. C'est-à-dire que l'être humain n'existe plus. Certains doivent s'en satisfaire. Ce serait bien de savoir quel est le pourcentage exact. Ce serait bien aussi de savoir combien ça a rapporté, de faire en sorte que notre pays ait plus d'emplois, parce qu'on a perdu la moitié de nos industries en 20 ans. La moitié de nos industries en 20 ans. On était quand même un fleuron sur la scène internationale, que ce soit au niveau automobile, au niveau industriel, au niveau énergétique, etc., etc. Donc c'est un peu comme le Titanic, vous voyez, qui s'est pris un iceberg, et avant de casser, avant qu'il y ait la proue voilà, la coque qui casse, ça flotte. Ça flotte un moment. Et je pense que, étant donné l'inertie politique, etc., ça flotte depuis un moment, puisque ça fait 20 ans que c'est comme ça. Pour ceux qui sont jeunes, ils n'ont pas connu les années 2000 et le passage à l'euro. Mais nous, on a eu, dans les années 70-80, une enfance, une adolescence, où on était fiers d'être français, fiers de nos services publics. Il y avait de l'argent. C'est la fin de la période glorieuse. On peut peut-être dire ça. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous le savez aussi bien que moi. On a décidé, alors quand on dit on, c'est certainement pas moi, et c'est certainement pas les gens individuellement, mais les gens qui ont les manettes politiques, économiques, financières, ont décidé de délocaliser. Donc ça a créé forcément du chômage. Moi, je suis née à Lille. Regardez ce qu'est devenu la région Nord-Pas-de-Calais, qu'on a récemment renommée Hauts-de-France, ou si vous regardez tout l'est de la France, tout le bassin qui était Metz, Nancy, mais ça a été des régions complètement sacrifiées. À qui profite le crime? Libération, qui n'a jamais été vraiment ma référence, a écrit un article il y a quelque temps. Et dans cet article, j'avais envie de vous lire ce passage pour avoir votre recul. Il est écrit ceci: dès lors, si en 2019, l'ensemble des entreprises avaient respecté leurs responsabilités légales et n'avaient ni fraudé ni contourné l'impôt sur les sociétés, nous aurions pu construire et faire fonctionner en France
58 centres hospitaliers de taille moyenne. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie? Je pense que ça résume exactement ce qu'on se dit depuis le début de notre entretien. Oui, je suis absolument d'accord. Donc ça veut dire que si les gens ne peuvent plus se soigner aujourd'hui, si les urgences sont en saturation, si le personnel est complètement désœuvré, la faute à l'évasion fiscale, la faute aux grandes entreprises. La faute, et voilà. La faute à l'État. Mais exactement. Et on a beau avoir des alternances politiques, vous voyez bien qu'au final, c'est toujours les citoyens, la classe moyenne, qui trinque, qui s'appauvrit, qui a de plus en plus de réglementations, qui a de plus en plus d'impôts, qui a de plus en plus d'obligations, qui a des devoirs, pendant que les autres pendant que les autres y échappent. Parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a deux types de citoyens. Il y a les citoyens et les sous-citoyens. Ou alors plutôt, il y a les citoyens et les sur-citoyens. C'est-à-dire qu'on demande à chacun de s'arrêter au feu rouge ou de s'arrêter au stop, sinon on enlève des points ou on enlève le permis en fonction de la vitesse limitée. Mais par contre d'autres qui volent, qui violent, qui fraudent, qui mentent, qui trompent pendant des années et des années et des années. Ces gens-là ne sont pas ne rendent aucun compte. En anglais, il y a un mot extraordinaire qui est accountable. Accountability en anglais, c'est rendre des comptes, notamment quand on est une personne publique ou quand on est une personne qui a un pouvoir, si vous voulez, un pouvoir public ou un pouvoir au sein d'une entreprise qui est dans les plus gradés, qui est à la tête des entreprises. Nous, on a l'impression que ça, si je vous donne l'exemple de Madame Lagarde, qui avait été condamnée dans l'affaire du Crédit Lyonnais, c'est un vrai scandale. Responsable, mais pas coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut nous traduire ce que ça veut dire? On est responsable de quelque chose, donc on est coupable d'un acte. Comment est-ce qu'on peut être aussi manipulé? On tord les mots au fin d'en faire ce qu'on veut, en fait. Moi, j'ai découvert, avec mon affaire, j'ai découvert le monde des avocats, qui était un monde que je ne connaissais pas du tout, le monde de la justice, qui était un monde que je connaissais pas du tout, et j'ai découvert une expression, les éléments de langage. Ouais, et en fait, voilà, les éléments de langage. Responsable, mais pas coupable. Peut-être ça pourrait être un sujet de philosophie pour les élèves de terminale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous tuez quelqu'un, vous allez être responsable, mais pas coupable? Par exemple, si vous ne payez pas vos impôts, vous allez être responsable, mais pas coupable? Mais au contraire, on va vous considérer immédiatement comme coupable. Sauf que, dans les cercles autorisés, comme aurait dit Coluche, on s'autorise à dire ou on s'autorise à penser qu'en fait, on peut s'exonérer de ce qui est valable pour le bas peuple. Et le bas peuple, c'est tout le monde. C'est pas uniquement les étudiants précaires ou les caissières dans les supermarchés ou les infirmières. Ce sont les sondants dont parlait François Hollande. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune considération, voire il n'y a que du mépris. Le mépris qui est un mépris de classe quelque part, qui est excessivement choquant quand on en prend conscience. Et la problématique est aussi là, c'est-à-dire que si on a été capable de prendre conscience de ce qu'est la réalité du monde, c'est parce qu'on a eu un choc. Moi, j'ai eu un choc qui a été, et qui l'est toujours après 15 ou 16 ans, et je pense que tant qu'on n'a pas eu un choc comme celui que j'ai pu subir, et on est quelques-uns à avoir subi ce choc, qui est le choc de la justice, le choc des médias, le choc politique, le choc économique, le choc financier, on ne peut pas comprendre à quel point le système est vicié. Et c'est vraiment possible uniquement par rapport à une communication, par rapport à un vecteur de communication. Chez les lanceurs d'alerte, par exemple, immédiatement est venue la question de la délation. Donc la question de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tout de suite, il fallait stigmatiser le fait que quelqu'un qui se lève par rapport à quelque chose qui est injuste, par rapport à un dysfonctionnement, par rapport à l'évasion fiscale, par rapport à d'autres thématiques, qu'elles soient énergétiques ou autre chose, et immédiatement, on l'a vu aussi pendant la crise Covid avec certains professeurs, professeur Perron, professeur Joyeux, professeur
Raoult, etc., etc. Dès qu'on n'est pas dans le narratif, entre guillemets, qui convient, on est immédiatement stigmatisé. C'est toujours ce qu'a dit Assange, que je connais bien, mais qu'on dit d'autres, c'est-à-dire... Qui vous avez préfacé d'ailleurs vous avez fait la préface d'un de ses livres. C'est l'inverse, c'est lui qui a écrit la préface d'un de mes livres, et on tue le messager. C'est-à-dire, on occulte la vraie problématique en allant chercher ailleurs. Et ça fonctionne très très bien. C'est exactement comme un bébé qui pleure parce que, je ne sais, il va être pris à bras, et vous lui agitez un hocher et le bébé va se taire, ou vous lui mettez une tétine et puis c'est terminé, on n'entend plus parler. Ou pire, vous lui mettez un téléphone portable dans les mains. Certains font ça. C'est édifiant parce que ça fonctionne donc sur les petits et ça fonctionne de manière similaire sur les grands. C'est-à-dire moi j'ai appris aussi avec mon histoire qu'on ne se connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le fonctionnement de notre cerveau. Donc ces gens-là qui savent très bien justement où appuyer, savent comment manipuler, donc l'opinion, manipuler la communication, pour faire en sorte de toujours se désintéresser des problèmes centraux. L'évasion fiscale, c'est le problème central au niveau international. Quelles sont les ramifications, Stéphanie, qui entourent l'évasion fiscale? L'État, les États, une mafia, les services de renseignement, les services secrets. Est-ce que vous pouvez nous aider à voir un peu plus clair là-dedans? L'argent part, qu'est-ce qui se passe? Vous avez prononcé un mot qui est central. Quand on parle de mafia, on a toujours l'impression de parler de gangs, par exemple au sud de l'Italie ou en Amérique du Sud. Oui, c'est ça. Mais ce sont des mafias d'État au sein desquelles on retrouve des hommes politiques, bien évidemment. UBS, c'est la banque des hommes et des femmes politiques partout sur la planète, des têtes couronnées, des dictateurs, mais aussi des présidents de démocratie. Aujourd'hui encore. Bien sûr, bien évidemment. Plus que jamais. Plus que jamais, mais bien évidemment, parce que les choses ont été... Quand vous avez 2 longueurs d'avance par rapport à la législation, vous avez le temps de réorganiser tout votre système pendant la durée des votes et des mandatures, etc., etc. Si vous avez les moyens d'être bien entouré, ce qui est le cas des banques, ce qui est aussi le cas des hommes politiques, ce qui est le cas de systèmes de renseignement, ce qui est le cas de tous ceux à qui ça profite. On est sur une partie infime de la population. En France, par exemple... C'est quelques milliers de personnes ? Oui, ou quelques dizaines de milliers de personnes, c'est-à-dire que c'est rien du tout par rapport à l'échelle des 7 ou 8 milliards d'habitants de la planète. Ce sont des gens qui sont dans tous les dossiers. On retrouve toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis. Toujours les mêmes, c'est-à-dire qui, Stéphanie? C'est-à-dire des hommes politiques, des conseillers d'hommes politiques, ou des hommes d'affaires autour des hommes politiques, des services de renseignement, ce qu'on peut appeler des barbouzes, des hauts fonctionnaires d'État. On peut en citer ou pas? Ou c'est trop risqué? Alors moi, vous savez, j'ai perdu 16 ans de ma vie, j'ai eu des tonnes de problèmes à tous les niveaux. Dans mon dossier, justement, il y a assez d'hommes et de femmes politiques que personne n'a associé au dossier UBS. Vous voyez, ça a été le travail des médias mainstream, par exemple. Il y a eu 2 énormes affaires en France. Je vous explique ça pour répondre après directement. Il y a eu 2 énormes affaires en France. Il y a eu l'affaire Cahuzac avec le ministre du Budget sous François Hollande qui disait lutter contre la fraude fiscale et qui avait lui-même des comptes offshore. D'accord? Les comptes offshore étaient où? Ils étaient chez UBS à Genève. Ça, c'est marrant. Il y a eu une scission. C'est-à-dire qu'on a scindé l'affaire Cahuzac et l'affaire UBS. Très bien vu, hein, médiatiquement. Ça veut dire que, en gros, à moins de s'intéresser au dossier ou être au cœur du dossier, personne ne peut savoir. Mais les millions qui étaient sur ce compte étaient des rétrocommissions du laboratoire Pfizer qui ont servi à financer les partis politiques. Qui en a parlé? Vous pouvez chercher sur le web, vous allez trouver 2 articles de presse, un de Ouest France, de mémoire, l'autre, j'ai oublié. L'autre affaire qui a défrayé la chronique, c'est l'affaire Bettencourt. Pareil, avec Madame Bettencourt, qui avait un compte de 70 millions d'euros chez UBS à Genève.
Alors l'affaire Bettencourt, ça a été énorme entre les écoutes du majordome, etc., et tout ce qu'on a entendu sur la famille, et etc., etc. Mais pareil. Vous voyez, l'affaire UBS, Dixit Michel Sapin, donc pour le coup, je ne m'appelle pas Michel Sapin, Dixit Michel Sapin, c'est 40 000 comptes offshore. Sur ces 40 000 comptes, vous en avez deux. Madame Bettencourt, Monsieur Cahuzac. Qui sont les 39 998 autres? Vraie question. Pourquoi personne ne s'y intéresse? C'est-à-dire ni les journalistes d'investigation, ni les citoyens. Vous avez la réponse, Stéphanie? Pourquoi personne s'y intéresse? Parce que, les médias ont tellement bien séparé les affaires que quelque part, les gens, même ceux qui lisent la presse économique et financière et qui ont d'autres objectifs, n'ont pas forcément le rapport. Mais ils ont séparé, pardonnez-moi de vous couper, mais ils ont séparé les affaires, comme vous venez de le dire, parce qu'ils ont agi sur ordre, ou parce qu'ils ont mal fait leur travail et qu'ils n'ont pas su lier justement ces deux affaires. Mais je pense que la réponse est dans votre question, et c'est ce qu'on essaye de dire depuis qu'on discute, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'un système où, d'un côté, on demande aux gens d'aller dans une direction, et que de l'autre, le fait d'aller dans une direction, ça évite aux gens de se poser les bonnes questions. Et si jamais les gens essayent de se poser les bonnes questions, parce que j'imagine bien qu'il y a quand même, à minima, une dizaine ou une vingtaine ou une cinquantaine de journalistes en France qui ont peut-être dû se poser la question, peut-être que quand ils en ont parlé dans leur rédaction, on leur a dit, écoute, là tu vas pas. Tu vas pas. Moi, la seule chose qu'on ait su me répondre depuis 15 ans, c'est, madame, vous faites peur. Je fais peur. Mais pourtant, j'ai eu des amis toute ma vie, j'avais eu une famille, j'ai eu des enfants, j'ai eu des clients, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des fournisseurs, j'étais quelqu'un, a priori, qui était apprécié de tous et par tous, qui était bien noté par mes hiérarchies. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit ça? Parce que les sujets dont je vous parle sont des sujets qui sont occultés du cerveau des gens. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme ceux qui... ça dérange, en fait, c'est ça. Ceux qui organisent les stratégies de communication s'arrangent justement pour qu'il y ait un narratif avec un prisme. Si vous pensez autrement, on essaye de vous faire aller ailleurs. Et ça fonctionne, parce qu'il y a un outil qui fonctionne très bien, c'est la peur. Et le fait d'avoir dit de moi, mais madame, vous faites peur, mais attendez, c'est la première fois de ma vie qu'on me disait, j'avais 40 ans, 45 ans, madame, vous faites peur, mais je fais peur de quoi? Et en fait, la vérité fait peur. C'est ça, en fait, quand il faut décrypter derrière. Le fait de dire la vérité fait peur. Alors moi, il y a quelque chose qui puisque j'avais des enfants, et que cette histoire m'a séparée complètement d'un foyer familial, puisque j'ai plus de maison et j'ai plus de nouvelles d'un de mes fils depuis des années. Tous les parents, ils sont certainement nombreux, ceux qui vous écoutent, que ce soit des jeunes parents ou des parents en devenir ou les autres générations, tous les parents apprennent à leurs enfants à dire la vérité. Sur des questions banales, soit, est-ce que tu t'es lavé les mains avant de passer à table? Est-ce que tu t'es brossé les dents avant d'aller te coucher? Est-ce que tu as fait les devoirs pour préparer ton test de la semaine prochaine? Tout le monde s'attend aussi de son conjoint à ce qu'il dise la vérité. Attendez pas de votre conjoint à ce qu'il vous mente, à ce qu'il vous trompe, que ce soit sur ses revenus, que ce soit sur ses fréquentations, que ce soit sur une face cachée que vous ne connaîtriez pas. Alors pourquoi, sur des sujets spécifiques, on attend la vérité, et que des sujets qui sont quelque part bien plus importants, parce qu'ils sont bien plus importants que nous, là c'est pas notre quotidien, entre la brosse à dents, les devoirs et le conjoint qui arrive un peu en retard, on est sur des problèmes qui nous concernent tous. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en détourne en disant finalement, la démocratie, je vote tous les 5 ans, il y a des lanceurs d'alerte, voilà, il y a des associations qui s'en occupent, et puis terminé. C'est-à-dire que pour certaines choses, on a une conscience, et pour d'autres, on met la conscience de côté. Pourquoi vous a-t-on dit, Stéphanie Gibaud, vous faites peur? Comme pour beaucoup de choses, on stigmatise le messager, ce qui permet de pas se focaliser sur le sujet. Et vous faites peur, oui, parce que ce sont des sujets qui sont systémiques, qui sont tellement importants pour notre pays. Je vous parlais de Madame Bettencourt, première fortune de France, peut-être doublée maintenant par Monsieur Arnault, mais une des top
entreprise française reconnue à l'international. De l'autre, je vous parle du ministre du budget de la France, qui sont des gens qui sont capables de vous mentir, comme aurait dit ma grand-mère, comme un arracheur de dents. C'est-à-dire en vous regardant les yeux dans les yeux, avec une conviction absolument impressionnante. Tous ceux qui font du théâtre apprennent ce type de mimique, ce type de gestuelle, ce type, voilà, de posture, de placement de la voix. Regardez les extraits de Monsieur Cahuzac à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ou face à Jean-Jacques Bourdin à l'époque sur RMC, les yeux dans les yeux, avec une conviction. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'histoire d'un homme, mais qui était de gauche pour le coup, en tout cas un parti socialiste, soutenu par toute la classe politique, de droite, de gauche, du centre, de ce qu'on appelle les extrêmes, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Par tout le monde. Pourquoi? Présomption d'innocence. C'est très intéressant cette notion-là, parce que effectivement, vous voyez tout à l'heure on parlait de la stigmatisation des lanceurs d'alerte, ou si on parlait d'Assange aussi. Oui, on lui a mis 2 histoires de viol sur le dos. On n'a pas parlé de présomption d'innocence, on n'a jamais dit il a les moyens de s'exprimer, de se défendre. Ça a pris des années pour que toute la population qui s'intéresse au dossier Assange comprenne que ces viols n'ont jamais existé, qu'ils ont été montés, que ça a été une farce politico-judiciaire. Donc en fait, vous faites peur. Mais quand on dit vous faites peur, c'est les sujets dont vous parlez font peur. Les sujets font trembler. Donc sont des éléments de langage. On repart sur ce qu'on disait tout à l'heure, et que ces éléments de langage permettent aux gens qui sont en train de conduire, leurs enfants à l'école, qui passent d'un sujet à l'autre, de se désintéresser de ça parce qu'on le complexifie. Vous voyez, la finance, par exemple, pourquoi est-ce que c'est si déconnecté des gens? Pourquoi est-ce que c'est décorrélé, a priori, des problèmes quotidiens auxquels les gens pourraient quand même réfléchir, la création de la monnaie, le crédit, la dette, Mais c'est parce qu'on leur a dit, la finance, c'est pour les spécialistes. La justice complexifie volontairement pour rendre les choses inaccessibles. C'est ça. L'énergie, c'est pareil. Vous n'êtes pas un ingénieur, vous pouvez pas comprendre. Et tout est comme ça. La santé, c'est pareil. Alors que vous avez vu, pendant le Covid, on a eu quand même des experts qui étaient tous sauf des experts médicaux, des journalistes, des chroniqueurs, des je ne sais quoi, qui se sont promenés sur les plateaux de télé pendant longtemps, et que ça, c'est justement de la manipulation. C'est de la propagande aussi. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, pendant qu'il y a un narratif qui prend le temps des flash radio le matin ou des JT ou de certaines émissions, on ne se pose pas la question sérieusement de à qui profite le crime. À qui profite le crime qu'au bout de 25 ans, alors qu'on parle de ces sujets d'évasion fiscale, les pays n'aient toujours pas résolu le problème. Alors on nous dit mais si, regardez, il y a l'échange automatique d'informations depuis les accords de l'OCDE. Mais attendez, de qui se moque-t-on? Qui est concerné par ça? Alors, moi je pense que le problème pourrait être simple. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable de se dire, mais effectivement, pourquoi est-ce que les gens qui nous dirigent, lorsqu'ils sont traînés en justice, généralement, s'en sortent très bien? Est-ce que M. Cahuzac est en prison? Non. Est-ce que les dirigeants d'UBS qui ont été condamnés sont en prison? Non. Pourquoi les Islandais ont été capables de mettre leurs banquiers en prison avec la crise de 2008 et que nous, on n'est pas capable de le faire? Il faut se poser des vraies questions. Sur le fonctionnement de la justice en France, je pense qu'il y a une vraie... La réponse, c'est quoi, Stéphanie? J'ai envie de vous entendre, c'est que tout le système se tient, tout le monde se tient par la barbichette? Si vous ne faites pas partie du système, vous en êtes sorti. Qui autour de vous est sorti du système? Il y a peu de gens. Moi, je suis sorti du système depuis 15 ans.
On vous a sorti du système. On m'a sorti du système. C'est certainement pas moi volontairement qui ai voulu le faire, puisque ma volonté a été d'aider l'État. L'État, c'est vous. L'État, c'est nous. C'est pas eux. Et vous voyez, il y a encore une déconnexion. On croit tous, la majorité des gens pensent que l'État est géré par certains. Mais non, l'État, c'est tout le monde, justement. Et les hauts fonctionnaires sont censés être au service de l'État et au service des citoyens, pas au service de leur carrière, pas au service de leurs privilèges, pas au service du cabinet du ministre pour lequel ils travaillent. Et qu'en fait, comme il y a deux mondes qui ne se fréquentent absolument pas, chacun est dans son quotidien, si vous voulez. Il y a une déconnexion totale entre effectivement ce qui se passe au sein des États et le peuple. Et avec les populations, et voilà, exactement. Et que dès que quelque chose fuite, on va dire ça comme ça, avant, c'était par la presse, via le Canard enchaîné, par exemple, etc., etc. Maintenant, c'est Internet qui a quand même révolutionné la transmission de l'information, où tout se sait à la nanoseconde. On essaye, enfin, le système met en place des gens pour bloquer ça. Vous l'avez vu avec les fameux fast checkers, ceux qui sont censés traquer les fake news, et qui sont ceux qui bénéficient de... On l'a vu, je sais plus, j'ai oublié son nom, celui qui a bénéficié du fonds Marianne. Schiappa qui avait organisé... Voilà, etc., etc. Et vous vous dites, et ça passe. Et ça passe. C'est-à-dire, plus c'est gros, moins ça se voit. Plus c'est gros et moins ça se voit. Bah, plus le mensonge est gros et moins ça se voit. Alors, certains sont éveillés. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui manifestaient parce que l'essence était à 1,50 €. 3 ans plus tard, on est à plus de 2 €. On est à plus de... Il y a plus un gilet jaune dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des coups. Parce qu'ils ont été aussi stigmatisés. On les a traités d'extrémistes, de fascistes, de je ne sais quoi, de Gaulois réfractaires à la rigueur. C'était pas trop vulgaire par rapport au reste. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait aussi? On les a nassés, on les a gentiment sortis des ronds-points pour qu'ils manifestent dans les villes, parce qu'ils étaient très bien sur leurs ronds-points. Et en fait, on les a nassés dans les villes, ce qui a permis de les entourer, et puis de les gazer, et puis de leur enlever pour certains un œil, une main, en tout cas de les violenter. Et qu'est-ce que ça a fait derrière? Il y a aussi des gens qui sont rentrés dans ces manifestations, qui sont tous sauf des gilets jaunes, les Black Bloc, etc., qui discréditent, qui cassent, qui volent. On a vu ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, notamment. Et puis derrière, ça casse le mouvement. Point. Terminé. Terminé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des gens qui aillent manifester alors que les lois de sécurité ne font que se renforcer? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de gens qui sont tenus par la peur, et ceux qui ont le moins sont obligés, comme d'habitude, de se taire, de courber l'échine. Et puis par rapport à ça, il y a une masse inerte qui consomme. Stéphanie, ma question va peut-être vous paraître un peu naïve, mais je parlais tout à l'heure de l'affaire Bradley Birkenfeld. Il a obtenu une récompense très conséquente. Vous n'avez rien eu. Vous avez été lanceuse d'alerte. Vous êtes devenue une paria. Comment expliquez-vous que d'abord, les services fiscaux, enfin le fisc français vous ait lâché à ce point, que vous n'ayez rien obtenu? C'était le fusible qu'il fallait faire sauter? Vous étiez la personne qu'il fallait faire sauter? Alors je vais vous répondre de manière directe, et ça va peut-être vous choquer. Depuis toutes ces histoires de la finance, ça fait 15 ans qu'on en entend parler, depuis 2008. Effectivement, on parlait de Birkenfeld, mais il y a eu les LuxLeaks et il y a eu je ne sais combien d'histoires. Tous ces gens sont des hommes. Dans ce monde de la finance qui est un monde d'hommes. Ce monde des hauts fonctionnaires à Bercy, c'est aussi un monde d'hommes. C'est un monde de misogyne. Mais c'est une vraie question. Moi, je suis la seule femme là-dedans. Et en plus, j'étais pas banquier, contrairement à tous les autres. C'est intéressant ce que vous dites. Eh ben oui. Mais à force d'être 15 ans seule,
avec ce regard justement où Madame vous faites peur. Est-ce que vous avez entendu dire à Raphaël Allais ou à Antoine Deltour, Monsieur vous faites peur? Non. Autour d'eux, il y a tous les syndicats, tous les partis politiques, des associations. Très intéressant. Personne n'en parle. Vous voyez, c'est encore un sujet médiatique qui n'a jamais été débattu, qui n'a jamais été ouvert. Donc, est-ce que c'est une fois de plus pour dire, entre guillemets, ce n'est qu'une femme, donc on s'en fiche. Donc, c'est quand même la moitié de la population française, donc on s'en fiche. Et ça permet de la discréditer encore plus parce qu'elle n'était pas banquier. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est un poids dans mon dossier. C'est-à-dire que si j'avais été un homme, les choses auraient probablement été différentes. Vous voyez, moi, je faisais de la communication. Alors que Bercy dit lutter contre la fraude fiscale avec des gens comme Monsieur Cahuzac, pour rappeler le dossier, pourquoi est-ce que j'ai pas été embauché à Bercy pour m'occuper de la communication du ministère des Finances et de lutter contre la fraude? Ils auraient eu de la crédibilité. Ou être porte-parole, je ne sais de quelle association, que ce soit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, etc., etc. Donc je pense que le fait que je sois une femme, c'est excessivement pénalisant en France, pays des droits de l'homme, avec un grand H pour le coup. Deuxièmement, la banque UBS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la banque des PEP, des personnes exposées politiquement, partout dans le monde. Toutes les têtes couronnées, tous les dirigeants sont liés à UBS, de très près ou d'un peu plus loin. Personne ne le dit non plus, il n'y a pas d'article là-dessus, etc. Mais vous parlez tout à l'heure de mon livre « La traque des lanceurs d'alerte », je parle justement de ces fameux hommes politiques, notamment américains, proches d'UBS. Et en France, ne serait-ce qu'avec l'affaire Cahuzac, vous avez à minima un exemple, et on sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce que personne ne s'y intéresse, ne serait-ce que les journalistes? Pourquoi est-ce que les citoyens ne veulent pas comprendre que justement aussi le problème qu'il y ait des partis politiques, le problème où il y a des hommes politiques, ça a divisé tout le monde, alors qu'ils sont tous concernés par mon dossier? Sinon, il n'y aurait pas ce silence sur mon dossier. Comment vous expliquer que sur justement les LuxLeaks, il y ait eu tout le monde? Vent debout, le Luxembourg, ces pauvres lanceurs d'alerte. Et moi, c'est un dossier qui a lieu en France, dans l'Hexagone, avec des fraudes qui sont celles des plus riches contribuables. Donc on parlait tout à l'heure des conséquences de l'évasion fiscale qui sont absolument délétères pour chacun d'entre nous, chaque citoyen. Et maintenant, on comprend que la seule chose à faire, c'était d'écarter le personnage central. C'est-à-dire que, comme on m'a qualifié de radioactive. Donc on m'a supprimé la parole. Vous voyez, sur ce dossier radioactif, UBS, parce que vous étiez le réacteur nucléaire d'UBS. Vous étiez la personne par laquelle tout passait. Alors pourquoi est-ce que la justice française n'a pas voulu me recevoir? J'ai envoyé 8 lettres accusées-réception au juge, il n'a jamais voulu me recevoir, et il a reçu Bradley Birkenfeld, le lanceur d'alerte américain, qui avait quitté UBS en 2005. Moi, j'ai quitté UBS en 2012. Donc j'avais forcément des documents qui étaient bien plus actualisés par rapport comment dire, au repositionnement d'UBS, notamment au niveau communication. Comment est-ce qu'on fait qu'on accueille comme ça un pseudo lanceur d'alerte américain qui a jamais travaillé en France, donc sur les clients français, et qui en plus est allé voir le juge avec mes documents? Avec vos documents. Et comment je le sais? Voilà, parce que la question, ça va être, mais comment vous savez, Stéphanie? Mais comment je le sais? J'ai vu Bradley Birkenfeld dans sa suite à l'hôtel, dont j'oublie le nom, à côté de l'Étoile. Il y a un nouvel hôtel qui s'est ouvert il y a 5 ou 6 ans, où il était là avec ce garde du corps, son frère qui est avocat, etc. Et il avait une tablette. Et il me dit de regarder sur sa tablette. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, mais ce sont les questions du juge. Et moi, je dis, mais on reçoit quelqu'un qui est reçu par un juge d'instruction, reçoit les questions avant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je dis à Birkenfeld, mais pourquoi est-ce que moi j'ai jamais été entendu par le juge? Moi, je lui ai écrit 8 lettres avec accusé-réception. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc j'ai dit à Birkenfeld, mais comment est-ce que tu vas répondre? Et moi, je lui avais donné pas mal d'informations à Birkenfeld, puisque j'avais passé une semaine chez lui à Boston en 2014. Et en fait, ce sont tous les documents que je lui ai remis qu'il a amenés au juge. Donc la justice française, moi, m'a sorti du dossier. Et je pense que Bercy fait la même chose, puisque Bercy répond en justice en permanence que le travail que j'ai fait pour eux ne servait à rien, parce que les informations que j'ai données étaient beaucoup trop vagues,
et que les informations que je leur ai données, ils les avaient déjà. Alors on fait travailler les gens pendant plus d'1 an pour des informations vagues qu'ils ont déjà, et après on les jette. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité dans notre pays? Au moins les États-Unis, qui sont au moins aussi pourris que au niveau politique que nos politiques, au moins ils protègent leurs intérêts, ils défendent leurs intérêts, et puis ils défendent quelque part leurs citoyens. Moi, je suis le bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est une persécution politique, un peu comme Assange, où on nous a embobinés en disant « Regardez, il y a des lois de protection de lanceurs d'alerte. Maintenant, les gens sont protégés. Allez-y, lancez des alertes. Allez-y, vous êtes protégés. Allez-y, elles sont anonymes. On ne pourra plus vous licencier. On ne pourra plus vous persécuter. On ne pourra plus vous diffamer. » Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont des belles paroles. Parce que derrière, justement, je suis l'exemple qui prouve, en étant la première lanceuse d'alerte en France reconnue par la loi Wasserman, et en étant en même temps collaboratrice officielle du service public reconnue par la justice administrative, je ne suis protégée ni par ce titre de lanceuse d'alerte, ni protégée par ce titre de collaborateur du service public. C'est-à-dire que j'ai pas de protection fonctionnelle et je ne suis pas payée du travail que j'ai fait. Donc l'État, donc nos hommes politiques qui font passer des lois, font en sorte que l'État soit le premier à ne pas respecter la loi. Mais derrière l'État, il y a bien des gens. Derrière Bercy, il y a bien des gens. Il y a bien des gens qui ont décidé à Bercy de faire appel des décisions de justice qui m'étaient favorables. Qui sont ces gens? Pourquoi est-ce qu'on voit pas ces gens-là au tribunal quand on y va? Vous avez la réponse? Une fois de plus, c'est facile de garder une nébuleuse parce que les plateaux télé ou les articles de presse vont dire Bercy. Ils vont pas dire Monsieur Dupont, Monsieur Martin, Monsieur Pierre-Paul Jacques. Et face à ça, il y a Stéphanie Gibault qui est devenue le monstre qui a juste aidé l'État sur ordre de fonctionnaires assermentés alors que j'étais une cadre à l'intérieur de mon entreprise que l'État, donc que des fonctionnaires assermentés, ont transformé en agents de renseignement pour aider l'État. Ce que j'ai fait, puisque moi j'étais tellement persécutée par cette banque que je me suis dit, mon État qui vient me chercher, alléluia, ils vont me sauver. C'est l'État qui est venu, qui était venu vous chercher. J'ai écrit un livre qui s'appelle La femme qui en savait vraiment trop. Je vous encourage à lire le passage qui s'appelle Allô, ici les douanes. On peut faire un appel à tous ceux qui sont réalisateurs et producteurs de films. Ce livre est un véritable film policier. Un film absolument incroyable. J'ai reçu un appel en numéro masqué de la dame qui était la chef de mission de ces douanes, qui m'a donné rendez-vous devant chez Vuitton sur les Champs-Élysées, ça s'invente pas, qui m'a demandé de traverser la rue avec elle. Puis comme j'avais 2 minutes de retard, elle m'a appelé en me disant mais où êtes-vous? Et je lui dis mais comment est-ce que je vais vous reconnaître? Comment on va se retrouver? Elle m'a dit mais Madame Gibault, ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup de photos de vous. Et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'ai juste rien fait. Justement, j'ai dénoncé en interne, ça fait 4 ans que je suis en état de stress absolu, voire en état de faiblesse, puisque j'ai été harcelée, placardisée, isolée, discriminée. Et on m'a enlevé mon travail qu'on a donné à quelqu'un qui avait la moitié de mon âge, etc., etc. Et maintenant, on dit qu'on me connaît, qu'on m'a vu beaucoup, partout, qu'on a des photos de moi. Et donc, cette femme m'a fait traverser les Champs-Élysées pour aller au sous-sol du magasin de la Fnac, qui est juste en face. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit, on va être rejoint par un de mes collègues. Et je me suis dit, je vais disparaître dans un baril d'acide, mes enfants vont plus jamais me voir. J'étais terrifiée. J'étais terrifiée parce que j'étais déjà en état de faiblesse et qu'UBS me terrifiait. Et donc finalement, l'État français m'a fait pire qu'UBS. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais l'ennemi c'est la banque. L'ennemi, c'est ceux qui m'ont justement harcelé, placardisé, discrédité par rapport à tous mes collègues, par rapport à tout l'écosystème avec lequel je travaillais. Mais finalement, après 15 années de combat, est-ce qu'UBS est l'ennemi? Ou est-ce que c'est la France pour qui j'ai travaillé? Donc pour des fonctionnaires assermentés, pour des hauts fonctionnaires qui ont tous eu des promotions depuis 15 ans et qui ont, eux, fait en sorte que je sois juste, voyez, manipulée pour ne rien comprendre, pour me jeter après avoir eu besoin de moi. Parce qu'on peut quand même rappeler qu'UBS, c'est la plus grosse fraude fiscale
qui ait jamais vu en France. À Bercy, ils m'ont dit, à Bercy, alors je vais pas citer le nom des gens, parce que je suis gentille, mais ils m'ont dit, avec l'affaire HSBC, on pensait avoir touché le fond du fond, mais UBS, c'est pire qu'HSBC. On a une idée d'ailleurs ou pas, Stéphanie? On a une idée de ce que ça a représenté en termes d'évasion fiscale? Ah mais bien sûr, c'est Michel Sapin qui a dit que le dossier UBS, donc les 40 000 comptes, représentait 12 milliards d'euros, plus 4,5 milliards d'euros de comptes offshore UBS qui sont rentrés tout seuls à la cellule de régularisation à Bercy, donc ils font pas partie des 40 000, plus 1,8 milliard d'euros pour lesquels la banque a été sanctionnée au tribunal d'appel. On arrive à 15 quoi. On est à peu près à ça, plus peut-être tout ce qu'on ne sait pas. HSBC, de son côté, n'est pas allé au procès, parce que vous savez qu'avec la loi Sapin, il y a la possibilité de négocier une amende plutôt qu'aller au procès. HSBC a négocié 300 millions d'euros. Et UBS, justement, disait, mais nous, on veut négocier la même somme, parce que c'est le prix du marché. C'est d'ailleurs ce qu'on a payé en Allemagne. Et c'est ce qu'HSBC vient de payer. On achète sa condamnation, en fait. On achète surtout son absence de... Et puis, il n'y a pas de condamnation pénale. Et puis, il n'y a pas de médias qui pourraient s'intéresser, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, on vient de parler d'HSBC, ça me vient à l'esprit, à un moment donné, tout de suite. À un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question, avec l'affaire Cahuzac, ministre du Budget, qui lui-même fraudait le fisc en ayant ses propres comptes chez UBS à Genève? Qui était le patron d'HSBC en France? Parce que quelqu'un, dans notre pays, se pose les bonnes questions. Eh ben, c'était juste son frère, Antoine Cahuzac, qui a été déporté, vous savez comment ça se passe, on exfiltre les gens, et qui est un des patrons d'EDF depuis. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est les chaises musicales, et on s'arrange. Quand on parlait d'entre-soi tout à l'heure, vous me demandiez, vous expliquez ce que c'est l'entre-soi, c'est exactement ça. Et si vous regardez la fille de Jérôme Cahuzac, qui a écrit un livre, elle est allée chez... je ne sais plus comment s'appelle cette émission de Ruquier le samedi soir, où elle disait, mais en fait, tout nous était permis. Vous voyez, il y a une espèce d'impunité comme ça. Si vous regardez ce film qui avait été aussi fait par Cache Investigation au moment des Panama Papers, je m'en souviens très bien puisque Élise Lucet m'avait invité et j'étais sur le plateau face à Michel Sapin. Où le bras droit de Ariane de Rothschild dit lors du documentaire qui est fait, mais Madame est intouchable. Mais c'est absolument édifiant, c'est-à-dire, vous voyez, ce sont bien des éléments de langage, ce sont bien des mots qui ont un sens. Les mots ont un sens. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, il y a deux catégories de citoyens, les citoyens et les sur-citoyens. Un peu comme si c'était des dieux, quelque part. On n'y touche pas, ils font pas partie des mortels, de la pègre, comment vous les avez appelés, des sans-dents. Des sans-dents, oui. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Ou des gens qui ne sont rien, je crois, qui se baladent dans les gares et qui ne sont rien. Pour en revenir à l'évasion fiscale et à toutes ces structures internationales occultes, finalement, comment faire tomber cette mafia, Stéphanie? Est-ce que c'est possible, d'ailleurs? Il suffirait que tout le monde s'y intéresse. Vous voyez? Tout à l'heure, on parlait de vérité. On peut parler de courage aussi. On peut parler de philosophie et de savoir ce que c'est que la vie. Ça continue à marcher parce que les gens se taisent, c'est ça? Parce qu'en fait, les citoyens sont devenus des consommateurs. Donc en fait, ils sont plus occupés à savoir ce sur quoi ils vont faire un crédit pour s'acheter une paire de baskets ou une nouvelle voiture ou des nouveaux vêtements ou partir une semaine en croisière ou une semaine au bout du monde que de ce qui serait intéressant par rapport au devenir de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants. Mais le fait de s'intéresser ne fait pas tomber un système. Ben après, on demande des comptes. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous parlais de ce qu'on dit en anglais « accountability ». On demande des comptes. Regardez ici, on a des présidents mis en examen, des présidents condamnés, qui ont un bracelet électronique et qui se font le tour des plateaux télé et qui vont à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont invités à déjeuner. Quelle image ça donne? Est-ce qu'on est en train de parler d'éthique? Et vous voyez, il y a des mots dont on ne parle jamais en France. Le mot corruption, c'est un mot qui est sorti complètement du vocabulaire.
On vous parle de prise illégale d'intérêt, on vous parle d'évasion fiscale, on vous parle de blanchiment de capitaux, on vous parle de je ne sais quoi. Mais c'est juste de la corruption. Et quelque part, c'est de la corruption des esprits. Donc, pendant qu'on endort tout le monde avec des belles paroles, on ne parle pas de ce qui est important. Une fois de plus, c'est de la corruption. Est-ce qu'on veut continuer à être un pays qui se dégrade? Il suffit de regarder tous les classements qui existent au niveau de la liberté de la presse, au niveau des indices de corruption, au niveau de tout ce que vous voulez dans le monde. On est de plus en plus bas derrière certains pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Enfin, vraiment, vous vous dites, mais attendez, où est-ce qu'on est là? Et puis en fait, les citoyens étant devenus des consommateurs, on les a détournés complètement. Alors tant qu'ils sont consommateurs, tout va bien. Il y a que s'il leur arrive, tout va bien, c'est ça. Exactement. Et un jour, il leur arrive peut-être un accident comme moi. Moi, c'est même pas un accident que j'ai eu, c'est derrière j'ai eu des suraccidents. C'est-à-dire que après avoir eu le choc qu'UBS m'avait finalement trahi, trompé, mis en risque, je me suis rendu compte que l'inspection du travail qui me disait être là pour me protéger ne m'a protégé de rien. La médecine du travail qui me disait être là pour me protéger ne m'a protégé de rien. La justice qui devait me protéger m'a protégé de rien. Mon statut de collaboratrice officielle du service public m'a pas donné ni la protection fonctionnelle, ni un salaire ou une indemnité que je demandais à l'État par rapport au fait que depuis 15 ans, à cause de cette histoire, j'ai plus de salaire, j'ai plus de revenus, j'ai plus de maison, j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus de vie sociale. Bon. Et mon statut de lanceur d'alerte, il me sert à rien non plus. L'État français ne veut pas stopper l'évasion fiscale, Stéphanie. Mais s'il y avait une véritable volonté, vous pensez pas que Monsieur le maire, ou Monsieur Sapin, qui était là avant lui, ou Monsieur Moscovici, ou même Madame Lagarde, qui était la ministre quand moi j'ai dû travailler avec les douanes, m'aurait dit, mais on va collaborer parce que vous avez la légitimité d'un parcours, la crédibilité d'une action absolument extraordinaire que vous avez menée. Ça veut dire que si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'à tous les niveaux, il y a une corruption morale, intellectuelle, à tous les niveaux, à tous les étages. Il y a des, comment dire, il y a des acteurs, d'accord? Donc des acteurs, des gens qui sont actifs pour faire en sorte que rien ne change parce que ils ont les manettes, c'est-à-dire via leur position. Et puis il y a tous ceux, et ça dans toutes les entreprises, tout le monde est capable d'en parler, il y a tous ceux qui ne disent rien et qui cautionnent. Parce que le silence, justement, tue. Le silence est la pire des persécutions. Ça s'appelle la lâcheté, et ça, on voit ça dans un bon nombre d'entreprises. Ouais. Et l'entreprise, au plus haut niveau, c'est-à-dire les DRH, mais pour tous les conseils qui peuvent entourer des dirigeants, savent très bien comment fonctionne l'être humain. L'être humain fonctionne avec des leviers sur lesquels on peut appuyer. Si on promet à quelqu'un une promotion contre son silence, à 100%, ou quasiment à 100%, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, chacun est centré sur sa propre personne, donc son propre bonheur, donc ses propres ambitions, ses propres objectifs, quel qu'il soit, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, et quelle que soit sa taille, et quel que soit tout ce que vous voulez, son éducation. Donc on appuie sur ces leviers-là. En même temps, on a des leviers qui disent, regardez, dire la vérité, vous avez compris ce qui va vous arriver. Pourquoi est-ce que depuis 15 ans, on n'a plus un seul lanceur d'alerte dans les banques? En France, on avait ces deux dossiers, justement, le dossier HSBC et le dossier UBS. Pourquoi il y a un plus depuis? Depuis, il n'y a plus que des leaks. On a eu les Panama Papers, les Paradise Papers, les Football Leaks, les Dubai Files, les Mauritius Files. On a eu, je ne sais plus quel autre leaks. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus un seul lanceur d'alerte dans une banque française sur quelque chose dont on entend parler? Mais je vais vous dire, j'ai la réponse, parce que j'ai des déontologues au téléphone qui me disent, mais depuis la loi Wasserman, Madame Gibault, on a suivi tout ce que la loi nous impose, et notamment les canaux d'alerte internes ou externes. On a juste un problème, c'est que personne lance des alertes. Ou alors c'est des petits trucs, mais ça, c'est pas dans la loi Wasserman. C'est-à-dire que la loi Wasserman, on parle d'intérêt général et on parle de, entre guillemets, de bien commun. Mais je dis, vous voulez une réponse? Vous êtes sûr que vous ne comprenez pas pourquoi? J'ai regardé mon cas. Les gens sont pas idiots.
Il y a 15 ans, vous ne seriez jamais allé chercher lanceur d'alerte sur Internet. Parce que même moi, je n'avais jamais entendu ce mot en 2007. Je n'ai entendu parler du mot lanceur d'alerte que quand justement il y a eu l'affaire Cahuzac, la création de la Haute Autorité à la transparence de la vie publique, où on a commencé à avoir des lanceurs d'alerte qui arrivaient de partout. Et on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Entre guillemets, c'est une génération spontanée. Et puis depuis, toutes les lois sont là. Nos politiques nous disent, mais nous sommes là pour protéger les lanceurs d'alerte et tous ceux qui se lèvent pour la vérité. Ce qui est faux. Mon dossier est public. Je suis sur tous les réseaux sociaux, les associations, les journalistes, les syndicats, tout le monde me connaît dans ce monde, d'ouverture qu'est Internet. Comment vous expliquer que j'ai pas le soutien d'une seule personne publique? Pas une seule. Pas une seule. Ni à gauche, ni à droite, ni nulle part. Ni d'une association, ni d'un syndicat, ni de qui que ce soit. Justement, j'ai publié ce livre préfacé par Assange en 2017, donc il y a 7 ans maintenant. Ouais, presque 7 ans maintenant. J'ai de ce fait été complètement sorti de tous les repères. Alors qu'aujourd'hui, il y a pas plein de gens qui se disent soutenir Assange. Ben forcément, ces gens-là me connaissent quelque part. Bien évidemment. Il y a une hypocrisie. Vous voyez, vous parliez de lâcheté. Il y a toutes ces faiblesses de l'être humain sur lesquels ceux qui ont le pouvoir sont capables d'appuyer, avec un contexte de peur. La peur paralyse, et comme la peur paralyse, on oriente la décision des gens par rapport à cette peur. Stéphanie, ce sera ma dernière question. Elle vous concerne vous personnellement. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui? Ah, mais moi je ne vis plus, puisque je n'ai plus ni de domicile, je n'ai plus d'adresse, je n'ai plus de famille, je n'ai plus de travail, je n'ai plus de revenus. Je n'ai plus d'espoir dans la justice puisque l'État devait m'indemniser suite au titre de collaborateur du service public que j'avais obtenu pour lequel l'État n'avait pas fait appel. L'État n'ayant pas voulu me payer, j'ai recommencé des procédures et l'année dernière, le tribunal administratif a dit à Bercy, incroyable, revoyez votre position concernant la rétribution et une indemnisation pour Madame Gibault. Et Monsieur le maire, mais c'est surtout les conseillers de Monsieur le maire, ont décidé de faire appel de la décision. Et cette année, la cour administrative d'appel a donné raison à Bercy. Bercy qui disait donc, les informations étaient trop floues, les informations on les avait déjà, et puis on les a pas exploitées à partir de 2017. Est-ce que Bercy a donné une preuve qu'il n'avait pas exploité ces informations après 2017? Bien sûr que non. Est-ce que la juge, parce qu'en plus c'est une femme, vous voyez tout à l'heure je vous expliquais que j'étais une femme, c'est une femme. Est-ce que la juge a demandé des explications? Bien sûr que non. Moi j'ai prouvé en revanche que j'avais vu des gens jusque 2018. Donc on est bien après 2017. Et étonnamment, ça n'a pas intéressé la justice. Aucun article de presse, aucune interview, aucune radio, aucune télé, aucun média mainstream ne s'est intéressé à l'affaire. Alors je pourrais vous poser la question, pourquoi? Donc qu'est-ce qu'il y a comme espoir? Moi, j'ai plus aucun espoir. Au niveau de la justice, c'est sûr que non. La seule chose qui pourrait se passer, alors faut-il croire au miracle? Peut-être. L'avenir nous le dira. C'est que tous les Français qui sont donc contribuables, il y a 19 millions de foyers fiscaux, il y a 35 millions de contribuables en France. Si les 35 millions de foyers fiscaux, de gens qui donnent tous les mois une somme à l'État pour, justement, les hôpitaux, pour l'école, pour les services publics, se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cette femme? Si ne serait-ce qu'aussi que toutes les femmes françaises, la moitié de la population, donc 35 millions de femmes en France, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient seniors, qu'elles soient retraitées, qu'elles soient infirmières, professeurs, caissières, se disent mais nous on supporte plus tout ça, cette injustice au quotidien, parce que quelque part c'est de la discrimination. Vous comprenez ce que je vis? C'est une persécution politique qui est une discrimination. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Bon, on n'en parle pas justement parce que, comme d'habitude, il faut écarter les sujets pour faire comme s'ils n'existaient pas. C'est juste lamentable. C'est juste lamentable. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous.